La session 3, elle traite de la consultation qui a été mise en place auprès des acteurs des territoires sur l'utilisation des résultats. Dans un premier temps, je vais vous présenter la méthodologie qui a été mise en place pour identifier justement les cas d'usage sur les territoires. Donc, la démarche d'atelier consultatif, elle a émergé. Donc, le projet dans sa globalité, il y a 3 défis qui ont émergé. Un premier défi scientifique et technique auquel on a tenté de répondre. Donc, plutôt pendant la phase de modélisation, il s'agit de capter au mieux le gradient d'humidité et la limite des zones et des milieux humides. Ensuite, on a un défi de communication qui est émergé et finalement un défi pratique. Donc, comme je le disais, le premier défi scientifique et technique, ça, c'est un défi auquel on a pu répondre au mieux pendant la période de modélisation, télédétection. Maintenant, les 2 défis de communication et le défi pratique, c'est quelque chose c'est des défis pour lesquels on a dû mettre en place une démarche de recherche collaborative, c'est-à-dire qu'on est allé voir les usagers pour concrètement relever avec eux, voir quels pourraient être les usages de cette carte et comment faire qu'ils s'approprient au mieux les résultats du projet. Donc, cette recherche collaborative, il y a 4 objectifs principaux à la mise en place de cette recherche collaborative et à ces ateliers territoriaux. Il s'agit donc de rendre l'outil opérationnel, d'identifier des situations contrastées, aussi bien au niveau des territoires qu'au niveau des pratiques métiers. Il s'agit également de répondre justement aux pratiques métiers et le dernier objectif, c'était de communiquer autour du projet. Donc, il y a 2 grandes questions qui ont émergé et qu'on a posées aux acteurs des territoires lors des ateliers consultatifs. Donc, à savoir, les cartes sont-elles compréhensibles et au plus juste? Et à quels besoins les cartes répondent-elles préférentiellement? Et ce qui nous permet ensuite de développer des indicateurs, des méthodologies pour que les acteurs s'approprient au mieux les résultats du projet. Donc, pour répondre à ces 2 questions, on a mobilisé 2 types de publics, donc à savoir un public plutôt ingénierie écologique et un public plutôt ingénierie territoriale. Donc, les ateliers consultatifs territoriaux, il y en a eu 14 en tout sur 9 des 10 bassins versants test. Donc, on a eu 2 ateliers territoriaux en Canche, en Authie et en Canche, 3 ateliers sur le bassin versant de la Meuse, 2 ateliers dans l'Yonne, un atelier sur la Sélune, un sur la Vilaine, un sur le Médoc, 2 en Vézère, un sur l'Arc-en-Maurienne, un dans les Gardons. Et il n'y en a pas eu en Corse parce que malheureusement, on n'a pas réussi à j'ai pas réussi à entrer en contact avec les acteurs en charge de la thématique GEMAPI pour organiser ces ateliers sur place. Donc, ces ateliers, justement, sur chacun de ces territoires, ils ont été organisés en collaboration avec les collectivités locales. Donc là, vous voyez toutes les collectivités avec lesquelles on a eu l'occasion de travailler et d'échanger pour organiser ces ateliers. Donc, je tiens à les remercier pour ce travail constructif. Donc, ils ont été organisés en collaboration avec les collectivités locales et il faut savoir que la méthodologie qui a été mise en place, elle a bénéficié d'une expertise en sciences humaines et sociales. Et donc, le contenu et le format étaient similaires d'un atelier à l'autre. Donc, sur les 14 ateliers, globalement, on a eu le même contenu et le même format. Et donc, ces ateliers, c'était l'occasion de rassembler une grande diversité des acteurs sur chacun des territoires. Donc, les acteurs, justement, le public qui a été convié lors de ces ateliers, c'était globalement des acteurs techniques qui sont intéressés par la gestion des milieux et ou des zones humides. Donc, comme je viens de le dire, c'est un niveau technique, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher des élus, c'était le niveau technique. Les acteurs, ils ont été sélectionnés en consultation avec nos référents sur les bassins versants test. Ils ont été sélectionnés selon leurs connaissances sur les milieux humides en termes d'enjeux et en termes de connaissances fines de zones humides sur le territoire. Et également, ils ont été sélectionnés selon leur capacité à se figurer les cas d'usage. Donc finalement, sur ces 14 ateliers, en tout, on a 238 participants qui ont été conviés.
Et donc, ce graphique vous présente la répartition des types la répartition des participants selon les types de structures auxquelles ils appartiennent, sur les 238 participants conviés. Donc, ce qui ressort de ce graphique, c'est que le type de structure qui a été le plus convié à ces ateliers, c'est les établissements publics administratifs de l'État, donc par exemple l'OFB. Ensuite, en deux, on a les collectivités territoriales et autres services décentralisés, donc par exemple les syndicats mixtes. Ensuite, on a les services déconcentrés de l'État, donc par exemple les DDT ou les DDTM. On peut citer aussi dans le privé, donc des associations de gestion de l'environnement, des associations de protection de l'environnement, ou encore des entreprises privées comme des bureaux d'études, par exemple. Donc, ces ateliers, ils se déroulaient en 4 étapes sur une demi-journée. Donc, ça a toujours eu lieu sur une après-midi. Le lieu était choisi avec les co-organisateurs. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a 12 à 15 participants qui ont été identifiés pour chaque atelier et qui ont été donc conviés à chacun de ces ateliers. Et donc, l'idée, dans un premier temps, c'était de réaliser une présentation du projet. Donc, on a réuni les acteurs et en fait, il s'agissait de leur présenter le projet dans sa globalité, donc la genèse du projet, le contexte, la méthodologie qui a été mise en place, de présenter les résultats et bien sûr de présenter les attentes vis-à-vis de ces ateliers. Donc, la deuxième partie, c'était une partie analytique pour les participants. On leur a demandé d'analyser les résultats du projet sur des tablettes numériques. Donc, pour ça, on leur distribuait des tablettes numériques sur lesquelles se trouvaient les résultats du projet, donc le volet 1 et le volet 3, parce qu'à ce moment-là, au moment où on a réalisé les ateliers, le volet 2 n'était pas encore produit. Et donc, en fait, les résultats du projet étaient disponibles dans les tablettes et on leur demandait de se focaliser sur des mailles. Donc, on avait réparti des mailles de 2 km par 2 km sur l'ensemble du bassin versant test. Donc, ces mailles, elles ont été sélectionnées avec les référents bassin versant test puisque eux avaient une visibilité sur les secteurs qui étaient connus des acteurs locaux qui allaient participer aux ateliers. Et donc, on leur demandait de se focaliser sur certaines mailles et de comparer. On leur proposait de visualiser les différentes couches qui ont été produites, donc les milieux humides, les zones humides et les différentes symbologies qui vous ont été présentées plus tôt. Donc, la probabilité de présence, la probabilité de présence seuillée, les cartes binaires de présence-absence et également donc les cartes du volet 3. Et donc voilà, on leur demandait de focaliser leur attention sur ces mailles. Faut savoir que dans ces tablettes, on avait également mis d'autres données pour pouvoir que les acteurs puissent comparer avec des données qu'ils connaissaient, donc notamment les inventaires locaux qu'on a pu récupérer auprès du FMA ou des acteurs locaux. Et les points terrain qui ont été réalisés dans le cadre du projet étaient également contenus dans les tablettes. Il faut savoir que en plus des mailles, donc on a demandé de focaliser leur attention sur des mailles. Il se trouve que des fois, les participants n'avaient pas connaissance du territoire qui était encadré par les mailles, et du coup, on leur a proposé également de dessiner eux-mêmes leurs polygones en dehors des secteurs que nous on avait préidentifiés. Donc cette phase d'analyse des résultats qui durait une bonne heure, elle était accompagnée d'un questionnaire donc qu'on a rédigé et qui nous permettait de pointer en fait les différences entre le résultat et la perception des participants. Et du coup, nous derrière, ça nous a permis d'expliquer les différences qui étaient détectées entre le résultat et les connaissances des acteurs des territoires. Ensuite, dans ce questionnaire, on demandait également aux participants quelle était leur préférence vis-à-vis savoir s'ils préféraient la carte des milieux humides ou la carte des zones humides. Donc nous, derrière, ces données, elles nous permettent d'orienter en fait les usagers vers la carte la plus pertinente pour son usage métier. Ensuite, on a posé des questions également sur les mises en forme des résultats, puisqu'on a proposé plusieurs mises en forme. Donc nous, derrière, ça nous permettait de sélectionner la meilleure mise en forme, donc celle qui était la plus communicante, la plus parlante, et éventuellement de l'améliorer pour la diffusion qui va suivre dans les jours qui viennent.
Ensuite, les ateliers, c'était également l'occasion de vérifier que les éléments de langage qu'on utilisait dans le cadre du projet, ils étaient bien compris et compréhensibles par tous. Et du coup, ça nous a permis d'ajuster un peu justement tous ces éléments de langage pour en faire un outil qui soit le plus appropriable par les acteurs des territoires. Et faut savoir aussi qu'il y a un travail qui a été fait en particulier sur la compréhension des indicateurs. Voilà, on a cherché à savoir ce que les acteurs pensaient de ces indicateurs en termes de compréhension pour pouvoir améliorer la mise en forme et également la communication qui est faite autour de ces indicateurs. Et finalement, lié à ces indicateurs, le questionnaire, c'était aussi l'occasion, donc Laurence en a parlé tout à l'heure, de savoir en fait de quels indicateurs les acteurs auraient besoin qu'on développe dans les années à venir. Donc voilà, on leur a proposé une liste il y avait une 10 ou 15 indicateurs pour savoir quels étaient les indicateurs dont ils auraient besoin dans le cadre de leur métier. Donc voilà pour le questionnaire. Et donc la dernière phase des ateliers, c'était la table ronde. Donc la table ronde, après une fois que les acteurs ils avaient bien observé et appréhendé les résultats, en fait, il s'agissait d'aller interroger les acteurs sur les usages qu'ils envisageaient pour les résultats du projet. Donc pour ça, pour aller voir les acteurs et que ce soit le plus efficace possible, on a rédigé une typologie exploratoire des cas d'usage. Donc cette typologie, elle est composée de 6 grands types d'usages possibles que vous voyez ici. Donc les 6 grands types d'usages: la gestion du territoire, la gestion des milieux humides, l'usage juridique, l'usage stratégique, la production de connaissances et l'usage pédagogique. Et donc associé à ces grands types d'usages, on a des utilisations que je vous présenterai ensuite. Donc, il faut savoir que cette typologie, elle a été réalisée, je vous parlais tout à l'heure de notre l'expertise en sciences humaines et sociales qui nous a accompagnés pour la méthodologie. Elle nous a aussi accompagnés pour la rédaction de cette typologie exploratoire. Donc, la typologie, là, je vais vous en montrer des extraits, mais c'est un document qui est très complet. Donc, on part en fait des grands types d'usages. Donc là, les grands types d'usages que je viens de vous présenter. Donc, par exemple, un type d'usage, ça pourrait être l'usage juridique. Et donc, associé à ces usages, on a des définitions et on a des actions. Donc, par exemple, une action associée à l'usage juridique, ce serait faire connaître le droit. Associé à ces actions, on a des utilisations. Donc là, je vous parlais des 22 utilisations. Donc c'est ça, on a l'usage, l'action, l'utilisation. Donc par exemple, une utilisation qui pourrait être associée à l'usage juridique et à faire le droit, ce serait le porter à connaissance. Et donc là, c'est vraiment la partie typologie. Donc les usages, la définition des usages, les utilisations, la définition des utilisations. Et ensuite, on a déroulé plusieurs exemples en fait pour voir de quelle manière on peut réellement dérouler ces usages et comment ils vont pouvoir être concrètement appliqués. Donc, un exemple d'application métier pour le porter à connaissance, ce serait, au titre de la loi sur l'eau, en tant qu'agent de la DDT ou DDTM, d'instruire des dossiers d'autorisation environnementale et de mobiliser les résultats du projet pour identifier les secteurs susceptibles d'être en zone humide au sens de l'arrêté 2008. Donc, associé à cet exemple d'application métier, l'exemple d'utilisation, ce serait, par exemple, d'instruire des dossiers loi sur l'eau au titre de la police administrative, de révéler des manquements dans un dossier d'autorisation environnementale, etc. Des exemples d'utilisateurs, par exemple, les inspecteurs de l'environnement, les magistrats, les agents des services de l'État, les salariés d'une association de protection de la nature, etc. Et donc, ensuite, on a réfléchi aux exemples d'outils, de protocoles ou de méthodologies qui pourraient être mobilisables dans le cadre de cette utilisation. Donc, dans le cadre du porté à connaissance, les outils, méthodes et protocoles à mobiliser pour l'exercice de la police judiciaire, c'est le procès-verbal, les notes d'enjeu. Et pour l'exercice de la police administrative, il y aurait par exemple le GEO-MCE.
Et finalement, donc le dernier item de cette typologie, il s'agirait de savoir de quelle carte on parle. Donc, parmi tous les volets, la prélocalisation, les habitats et les fonctions. Donc là, par exemple, pour cette utilisation, on a imaginé que pour le porter à connaissance, on pourrait utiliser la prélocalisation des zones humides et la carte des habitats. Donc la typologie dans son ensemble, en tout cas, les grands types d'usages et les 22 utilisations, elles sont là. Donc, si on déroule un petit peu l'usage juridique, je viens de vous parler du porté à connaissance. Si on va dans la gestion des milieux humides, par exemple, l'acquisition, l'archivage, le croisement, le traitement des données, ça correspondrait au fait de mobiliser les résultats du projet pour amender un inventaire local, par exemple. Ensuite, dans la gestion des territoires, on peut prendre l'exemple de la planification territoriale. Donc, il s'agirait de mobiliser les résultats du projet pour alimenter les pluies ou les SCOT. Ensuite, voilà les différents usages avec en tout 22 utilisations possibles. Donc ça, c'est une typologie. On s'est projeté, en fait, on s'est mis à la place des utilisateurs et on s'est demandé concrètement comment les utilisateurs, aussi variés soient-ils, pourraient s'approprier les résultats du projet. Comment est-ce qu'ils pourraient s'approprier les résultats du projet? Donc en fait, pour revenir aux ateliers, cette typologie, elle a été mobilisée pour du coup aller voir les acteurs et concrètement leur demander ce qu'ils pensaient de cette typologie et voir comment eux se projetaient avec les résultats du projet. Donc lors de cette table ronde, en fait, on leur a demandé de se positionner sur les utilisations qui les concernent eux dans le cadre de leur métier et pour lesquelles ils envisageaient d'utiliser les résultats du projet. On leur a aussi demandé s'ils avaient identifié des utilisations aberrantes ou des utilisations pour lesquelles, justement, ils ne se projetaient pas du tout avec les résultats du projet. Voilà pour cette partie de méthodologie. Je vous propose d'embrayer tout de suite avec les informations clés, donc les résultats, globalement, de ces ateliers consultatifs territoriaux. Donc cette partie, elle sera en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous parler des résultats des questionnaires, à savoir quand on a demandé aux acteurs de savoir si les cartes étaient compréhensibles et justes. Et dans un second temps, on va chercher à savoir quelles ont été les réponses à la question à quels besoins les cartes répondent-elles préférentiellement. Mais avant de passer à la réponse à ces deux cartes, on s'est intéressé aussi à la participation aux ateliers, à savoir combien de participants ont répondu à l'appel, combien de participants ont été présents pour chacun de ces ateliers. Sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pour chaque atelier entre 12 et 15 participants qui ont été conviés. Donc, ce graphique présente justement le nombre de participants pour chacun des ateliers qui a été organisé. Donc, l'atelier pour lequel il y a eu le moins de participants, c'est l'atelier sur le bassin versant de l'Arc en Maurienne. Bon, ça, on est plutôt mal tombé. Ça s'explique par le fait que c'était la semaine où il y a eu des pénuries d'essence. Et donc, malheureusement, la plupart des participants se sont excusés, mais n'ont pas pu venir à cet atelier. Ensuite, sur les territoires, globalement, les gens ont répondu à l'appel. La Meuse, bon, si on considère l'ensemble du territoire de la Meuse, on a quand même 18 participants qui ont répondu à l'appel, ce qui est quand même significatif. Et c'est vrai qu'il y a un des territoires où peut-être on a eu le moins de réponses positives aux invitations, c'est sur Lyon. Maintenant, si on s'intéresse, donc oui, on a eu 115 participants en tout sur l'ensemble des bassins versants est. Si on s'intéresse maintenant à quel type de structures ont répondu présent à l'appel, voilà, vous voyez que ça ressort un peu les mêmes statistiques que le graphique que je vous ai présenté tout à l'heure quant aux structures qui ont été invitées. Hein. Donc, je vous disais tout à l'heure, par exemple, les sociétés privées, ça, ce serait par exemple des bureaux d'études. Il y a quelques structures qui ont été systématiquement conviées. Donc, sur tous les territoires, pour chacun des ateliers, on a convié les DDT ou les DDTM, les DREAL, les services départementaux et les directions régionales de l'OFB et les agences de l'eau.
Et ce qu'on a remarqué, c'est que globalement, les services départementaux de l'OFB ont répondu présent sur tous les territoires, sauf sur la VZR. Oui, c'est ça. Et donc là, sur Lyon, ce que je voulais mettre en évidence, pardon, avec cet encadré, c'est que c'est le seul territoire justement où les services déconcentrés d'État, où la DDT et l'ADRIAL ne sont pas venus. Et il y a un grand bassin versant est, donc le bassin versant Adour-Garonne, où de la même manière, on avait invité systématiquement les agences de l'eau et ils ont pas répondu présent à l'appel, en tout cas sur ces trois ateliers. Et finalement, ce que je voulais mettre là en évidence sur la VZR, c'est que voilà, les services départementaux de l'OFB qui ont toujours répondu à l'appel ne se sont pas mobilisés. Donc après vous avoir présenté les participants, je vais vous présenter un peu plus concrètement ce qu'on leur a demandé et comment ils y ont répondu. Donc, vous vous souvenez vis-à-vis de ces différentes symbologies, les différentes visualisations qu'on leur a proposées. Donc, il y a notamment la prélocalisation des zones et des milieux, la cartographie de probabilité de présence. Donc, avec un gradient qui va d'une probabilité faible à une probabilité forte, voire très forte dans les tons bleus. Donc, continue. Là, on n'est pas sur la carte Seuillet. Et donc, on a demandé aux participants ce qu'ils pensaient de la fidélité du gradient d'humidité. Et donc, globalement, ce qu'on a remarqué, donc sur ce graphique, vous avez le nombre les avis exprimés en fonction du nombre de mailles examinées pour les zones humides et pour les milieux humides, puisqu'on a bien déroulé, on a posé les mêmes questions sur les zones humides et sur les milieux humides. Donc, ce que ce graphique nous montre, c'est que globalement, on a des résultats qui sont assez corrélés entre l'avis des participants sur les zones et les milieux humides. Donc, que le modèle a sorti des résultats similaires en termes de satisfaction, en tout cas, pour les zones et les milieux humides. Et ce qu'on remarque également, c'est que globalement, les résultats ont été jugés satisfaisants par les acteurs. Donc, ce qu'on peut quand même souligner, c'est la part des sans-avis qui est significatif. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû au fait que parmi les participants, on avait certains participants qui manquaient de connaissances fines des zones humides sur leur territoire pour pouvoir critiquer les résultats avec pertinence. Donc, dans ce cas-là, ils se sont abstenus en mettant sans avis. Et une deuxième chose qui pourrait expliquer le fait que on est beaucoup de sans-avis, c'est le biais de la méthode. Voilà, certains des acteurs n'étaient pas forcément à l'aise avec la méthode qui a été mise en place. Et donc voilà, ça peut expliquer aussi le fait qu'ils ne se soient pas prononcés sur cette question. Et donc, si on regarde globalement, si on additionne les avis les mailles qui ont été jugées satisfaisantes ou très satisfaisantes, au final, on a 67% des mailles analysées qui ont été jugées satisfaisantes ou très satisfaisantes, ce qui est plutôt encourageant. Maintenant, si on regarde ces mêmes résultats, mais étalés sur tous les territoires, donc là, vous avez la satisfaction, le niveau de satisfaction des participants pour chacun des territoires. On voit qu'on a des résultats qui sont très différents d'un territoire à l'autre. Ça s'explique par le fait que le modèle n'est pas satisfaisant de la même manière d'une hydro-écorégion à l'autre. Et donc, forcément, on n'a pas des avis, forcément des avis qui convergent d'un territoire à l'autre. La deuxième question qui a été posée, donc là, on se situe sur la carte de probabilité de présence Seuillet. Donc là, comme on vous a présenté tout à l'heure ce visuel-là avec le seuil de probabilité au-delà duquel la présence de probabilité de milieu ou de zone humide est significatif. Et donc là, on a posé la question aux acteurs des territoires de savoir ce qu'ils ont pensé de l'emprise des milieux ou des zones humides. Donc là, je vais vous présenter en particulier le résultat sur les milieux humides, sachant que le résultat sur les zones humides est très corrélé à celui des milieux humides.
Et donc, globalement, sur les milieux humides, on a 33% des mailles qui ont été analysées, qui ont été évaluées comme avec une emprise des milieux humides qui a été bien estimée. On a 24% des mailles pour lesquelles l'emprise des milieux humides était surestimée, 7% des mailles pour lesquelles l'emprise des milieux humides était sous-estimée, et 2% pour lesquelles c'était mal estimé. Oui, mal estimé. Et finalement, 34% quand même, ce qui est très significatif de sans-avis. Et si on regarde maintenant ces résultats-là, encore une fois, découpés selon les territoires, on a les mêmes tendances qui vont apparaître que la fidélité du gradient d'humidité qu'on a regardé deux diapositives plus tôt. Et donc, voilà, globalement, les mêmes tendances avec la plupart du temps les mailles qui ont été quand même bien estimées, un gradient d'humidité qui a été bien estimé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de zoomer sur certains territoires et d'essayer d'expliquer pourquoi on a eu ces résultats-là. Donc, un premier zoom sur l'arc en Maurienne, bon, bien qu'on ait eu peu de participants, hein, ils étaient quand même tous d'accord pour dire que l'enveloppe des milieux humides a été surestimée. Donc, 78% des mailles analysées sur ce territoire ont été évaluées comme étant surestimées. Bon, ça nous a permis de mettre, d'émettre une alerte et de réviser le seuil. Donc, il faut savoir que sur l'arc en Maurienne, quand on s'est rendu dans les ateliers, on savait que l'emprise des milieux humides et des zones humides qu'on leur a proposé était très large. Mais voilà, ça nous a permis en fait de confirmer cette intuition, de confronter ça aux acteurs des territoires et du coup, par la suite, pour la diffusion des résultats, de réviser le seuil localement. Un deuxième zoom qui est intéressant de faire, c'est sur la Canchelotti, puisque vous voyez que sur l'atelier 1 et l'atelier 2, on a des niveaux de satisfaction qui sont très différents. Donc bon, voilà, on a déjà un nombre de mailles analysées qui est différent, mais on a aussi un niveau de satisfaction qui est très différent, alors qu'a priori, les résultats qui ont été présentés étaient les mêmes. Donc, pour expliquer ça, on s'est penché sur, en gros, à quel type de structure appartenaient les participants pour l'atelier 1 et pour l'atelier 2. Et globalement, il n'y a pas de différence significative au niveau de leur structure d'appartenance, en tout cas. Du coup, on s'est penché sur les profils des participants, à savoir leur durée, la durée depuis laquelle ils exercent sur le territoire, la durée depuis laquelle ils exercent un métier en lien avec les zones et les milieux humides, ou encore le fait de savoir s'ils se rendent sur le terrain dans le cadre de leur métier ou pas. Et donc, en fait, au niveau de ces profils de participants, là, on avait des différences significatives. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on a expliqué la différence des réponses entre l'atelier 1 et l'atelier 2, c'est qu'en fait, on avait des participants qui n'avaient pas le même profil et donc pas la même connaissance des milieux et des zones humides sur leur territoire. Donc, ce graphique maintenant vous présente le pourcentage de participants qui seraient disposés à utiliser les résultats du projet. Et donc, la valeur qui sort un peu du lot ici, c'est l'arc en Maurienne. Mais bon, c'est pas étonnant et c'est corrélé complètement à ce qu'on expliquait juste avant avec le fait que quand on leur a présenté les résultats du projet qui étaient des résultats provisoires, c'était pas satisfaisant et du coup, forcément, ils se sont pas projetés avec ces résultats et ils s'imaginaient pas les utiliser. Tandis que globalement, sur l'ensemble des autres territoires, les participants sont plutôt disposés à utiliser les résultats du projet, même sur des territoires comme la Cellune, mais la Cellune n'est pas le seul, mais c'est un territoire où il y a une prélocalisation qui existe et qui est très satisfaisante et qui est très utilisée par les acteurs. Mais malgré l'existence et l'utilisation de cette prélocalisation, voilà, les participants se sont quand même dit prêts à utiliser les résultats du projet. Et donc, au total, on a 86% des participants aux ateliers qui se sont dit prêts à utiliser les cartes produites en complément ou en substitution des cartes préexistantes. Finalement, une dernière question qu'on a posée aux acteurs, je vous en parlais tout à l'heure,
c'était une des questions en lien avec les indicateurs qui ont été produits. Et donc, on s'est aperçu que 57% des participants qui sont amenés à évaluer les fonctions dans le cadre de leur métier sont intéressés par la production annuelle d'indicateurs fonctionnels, enfin des indicateurs fonctionnels qu'on leur a présentés. Et donc, si on regarde l'ensemble des participants, donc pas seulement ceux qui sont amenés à évaluer à évaluer les fonctions dans le cadre de leur métier, il y a 59% des participants qui ont jugé que ces indicateurs, la production de ces indicateurs était utile. On a quand même 27% des participants qui ont jugé que c'était pas utile et 14% des participants qui n'ont pas répondu. Donc sur au total 110 participants. Et donc une des alertes également qui a été mise pendant ces ateliers, c'était justement d'améliorer la compréhensibilité autour des indicateurs. Donc là, il y a un effort qui a été fait pour pouvoir diffuser les indicateurs aujourd'hui. Et donc, je vous en parlais aussi tout à l'heure, il a été posé la question aux acteurs de savoir de quels indicateurs vous auriez besoin qu'on développe lors des années suivantes pour la phase de production du projet. Et donc, il y a 38% des participants qui ont pointé l'indicateur fréquence d'inondation ou de submersion comme étant un de leurs indicateurs préférentiels. Ensuite, le deuxième indicateur qui a été le plus souvent cité, c'est l'indicateur drainage souterrain. Et finalement, en troisième position, on a deux indicateurs ex aequo, donc un indicateur sur la densité de fossés et un indicateur sur l'humidité du sol. Donc globalement, c'est des indicateurs qui donnent des indications sur les fonctions hydrologiques réalisées par les zones et les milieux humides. Donc maintenant, on va se pencher sur les résultats des tables rondes et du coup les réponses aux questions des acteurs à la question « À quels besoins les cartes répondent-elles préférentiellement ?» Donc, je vous l'ai présenté tout à l'heure, on a mis en place cette typologie exploratoire des cas d'usage avec les 6 usages possibles et les 22 utilisations possibles. Et donc, plus cité par les acteurs, le grand type d'usage qui est vraiment ressorti de cette consultation, c'est l'usage gestion des territoires. En numéro 2, la gestion des milieux humides. En numéro 3, l'usage juridique. Donc, si on fait un focus sur l'usage gestion des territoires, il y a 74,7% des acteurs qui ont cité cet usage comme étant un de leurs usages préférentiels et 1,3% des acteurs interrogés qui a cité cet usage comme étant un non-usage, donc un usage avec lequel ils ne se voyaient pas mobiliser les résultats du projet. Donc, dans la gestion du territoire, par exemple, l'utilisation qui a été la plus citée, c'est la prospective territoriale, avec 23 participants qui ont cité cet usage. Donc, avec, dans un premier temps, principalement la carte de prélocalisation, dans une moindre mesure la carte d'habitat, et elle a été citée, mais elle est pas, c'est pas énorme. Également, la carte des fonctions pourrait être utilisée dans le cadre de cette prospective territoriale. La deuxième utilisation qui a été citée donc par 15 participants, c'est la planification territoriale. Et donc là, la carte qui serait le plus mobilisée dans le cadre de la planification territoriale, c'est la carte des fonctions, ensuite la carte des habitats et finalement la carte de prélocalisation. Et donc, la troisième utilisation qui a été citée par les acteurs, c'est l'identification des sites de compensation. Et là, les cartes qu'ils mobiliseraient, c'est la carte de prélocalisation des zones humides, la carte des habitats ou encore la carte des fonctions. Si on fait un zoom, la prospective territoriale, qui serait un usage qui serait exploré donc grâce à la carte de prélocalisation et des habitats. Donc, les personnes qui ont cité ces usages, c'est par exemple les services de l'État qui pourraient par exemple émettre des avis aux collectivités locales à travers des documents d'urbanisme comme les PLUI. Et les services de l'État aussi se verraient bien s'emparer des résultats pour répondre à cet usage dans le cadre de notes d'enjeu ou d'avis en amont d'aménagement.
Les structures GEMAPI, quant à elles, elles se voyaient bien, elles se projetaient avec les résultats du projet pour orienter l'action de stage, prioriser les actions sur les bassins, ou encore pour l'aide à la décision, donc par exemple pour des projets partenariaux multi-acteurs par la suite. Et un dernier exemple, non, un avant-dernier exemple, ce serait les syndicats mixtes porteurs de PNR pourraient s'emparer des résultats du projet pour élaborer une stratégie d'aménagement, de protection et d'adaptation au changement climatique. Et finalement, les chambres consulaires pourraient mobiliser les résultats du projet pour alimenter la réflexion sur les plans d'adaptation au changement climatique. Donc, si on revient à nos trois grands types d'usages cités par les acteurs. Donc, le deuxième usage préférentiel, c'était la gestion des milieux humides. Donc, on a quand même 54,4% des acteurs qui ont cité cet usage comme étant un de leurs usages préférentiels. Et on a 3,8% des acteurs qui ont cité cet usage comme étant un non-usage, donc avec lequel ils ne se projetaient pas avec les résultats du projet. Donc, la gestion des milieux humides, par exemple, c'est l'aide au portage de projets de restauration. Donc, on a quand même, c'est l'utilisation principale qui a été la plus citée parmi cet usage-là. Donc, avec principe de localisation, ensuite la carte des habitats et ensuite la carte des fonctions. Ensuite, 14 participants ont quand même cité l'utilisation, donc suivi des opérations de gestion et de restauration. Donc là, principalement avec la carte des fonctions, ensuite avec la carte des habitats et dans une moindre mesure avec la carte de prélocalisation. Et donc la dernière utilisation citée liée à la gestion des milieux humides, c'est l'acquisition de données. Donc, par exemple, l'élaboration d'inventaires locaux. Donc, avec 12 participants qui ont cité cet usage, principalement la carte de prélocalisation, ensuite les cartes des habitats et ensuite la carte des fonctions. Si on fait un zoom donc, sur l'acquisition de données, par exemple, avec la carte des milieux humides, on pourrait recommander, la carte des milieux humides pourrait être utilisée pour compléter ou alimenter des inventaires. Donc là, on a l'exemple du bassin versant de la Meuse avec l'inventaire local qui a un inventaire des annexes hydrauliques. Et donc, par-dessus, vous avez la probabilité de présence des zones humides issues du projet Seuillé. Et donc, localement, la carte issue du projet de cartographie nationale des milieux humides pourrait permettre de vérifier la présence de zones humides effectives. Dans d'autres cas, elle permettrait de localiser des zones humides effectives, donc là où on a des gradients de probabilité qui sont un peu moins forts, mais qui sont quand même identifiés par le modèle. Et par contre, il faut aussi mettre en évidence le fait que voilà, la carte ne capte pas tous les types de zones humides parfaitement. Et il faudrait aussi localiser les zones humides effectives avec des informations complémentaires à cette carte. Donc finalement, le troisième usage qui a été le plus cité, c'est l'usage juridique, avec 46,8% des participants qui ont cité cet usage comme usage préférentiel. Ce qui est à noter quand même sur cet usage, c'est qu'on a pas mal de participants, donc 19% des participants qui ont cité cet usage comme étant un non-usage, donc un usage pour lequel on ne peut pas mobiliser les résultats du projet. Donc, l'utilisation principale qui a été citée, c'est le porter à connaissance. Donc, on a 21 participants qui ont identifié cette utilisation comme une utilisation préférentielle avec la carte de prélocalisation et dans de moindres mesures, la carte des habitats et la carte des fonctions ont également été citées. La deuxième utilisation la plus citée, c'est la portée juridique, mais c'est également l'utilisation la plus citée comme étant une utilisation qui n'est pas possible en fait du point de vue des acteurs locaux. Et donc la carte dont on parle ici, c'est essentiellement la carte de prélocalisation des zones et des milieux humides, et dans une moindre mesure, les cartes des fonctions et des habitats ont également été citées. Et finalement, la troisième utilisation qui a été citée, aussi bien, elle a été citée en tant qu'usage, donc 9 participants ont identifié cette utilisation comme une utilisation préférentielle, mais il y a également 5 participants qui ont identifié cette utilisation comme une non-utilisation en fait. Et donc toujours avec la carte de prélocalisation
des zones et des milieux humides, et dans une moindre mesure, les habitats et les fonctions. Donc, si on zoome sur cet usage juridique, globalement, il a été favorisé par les acteurs locaux, c'est-à-dire que les acteurs qui se sont emparés de cet usage et qui ont cité comme étant un usage préférentiel, ils se sont basés sur le fait que la carte de prélocalisation, la carte qui est produite aujourd'hui, le caractère exhaustif de cette carte est intéressant, et c'est pour ça qu'ils ont fait un usage préférentiel. Un autre pan qui est intéressant avec cette carte, c'est la surestimation qui a été perçue par les acteurs, qui au final ils ont trouvé que la surestimation c'était une bonne chose, dans la mesure où ça permettait de ne pas passer à côté de la plupart des zones et des milieux humides. Ensuite, ce qui est un atout des cartes qui sont produites, le croisement entre la prélocalisation et les habitats, ça permet notamment d'identifier des secteurs de veille, d'identifier là où il faut être le plus vigilant. Et finalement, cet usage, il a été cité aussi, notamment pour instruire les dossiers loi sur l'eau, et éventuellement demander des informations complémentaires lorsqu'il y a un doute sur le caractère humide ou pas humide d'une zone. Finalement, ce qui a suscité aussi les réactions face à cet usage juridique et les réactions négatives, on va dire, c'est le fait qu'on est sur une carte de probabilité et qu'on n'est pas sur des milieux effectifs, des milieux humides effectifs, mais bien sur des milieux humides probables. Ensuite, la surestimation a aussi joué en défaveur de l'usage juridique. De façon logique, identifier trop de milieux humides, ça peut aussi porter préjudice à cette carte. Ensuite, ce qui a posé souci, c'est l'incompréhension des acteurs et le fait que cet usage il soit pas acceptable auprès des autres acteurs du territoire. Et finalement, la dernière problématique, c'est que l'utiliser une carte une carte nationale, sur certains territoires, ça peut aller à l'encontre des démarches locales qui sont issues de longues concertations. Donc finalement, une des perspectives de cet usage juridique, c'est un usage qui serait territorialisé, qui serait adapté au territoire selon leurs besoins via l'ingénierie territoriale. Donc pour finir sur ces ateliers consultatifs territoriaux, il faut savoir qu'il y a la démarche des ateliers et les résultats qui vont être publiés dans un rapport Patrinat à venir d'ici mars. Et sur les années qui suivent, donc en 2023-2024, enfin même pour fin 2023, il y a un guide qui va paraître, un guide d'usage en fait qui permettra d'accompagner les usages, d'accompagner les usagers plutôt avec les résultats du projet et à s'en emparer correctement. Merci pour votre temps. Alors, Guillaume, est-ce que tu as relevé des questions? Oui, merci Rachel. Donc, on a des questions, on en a quelques-unes. La première question est peut-être de Madame Alix Sauve. Je vous donne la parole, Madame Sauve. Est-ce que vous... C'était un petit point technique. Je me demandais quelle distinction vous faisiez entre les cas mal estimés et les cas sous-estimés ou surestimés. Pour moi, c'était pas très clair. Ok. Alors, dans la mesure où on est sur une emprise, la surestimation, ça veut dire qu'on est globalement l'emprise correspond à peu près à celle, l'emprise réelle correspond à peu près à l'emprise qu'on avait identifiée, mais qu'elle est plus large. Si elle est mal estimée, c'est simplement qu'on est à côté. Merci. Merci Madame Sauve, merci Rachel. Ensuite, on avait une question de Monsieur Belenfant. Monsieur Belenfant, est-ce que vous voulez la poser, s'il vous plaît? Oui. Bonjour à tous. Oui, c'était simplement une question sur les objets, parce qu'en fait, vous avez donc les utilisateurs ont été amenés à utiliser les cartes, on fait des tests avec des mailles, etc. Mais est-ce qu'ils ont été amenés à s'interroger sur les objets de base cartographiés? Est-ce qu'ils ont correctement en fait apprécié ces deux notions ou pas? Donc, en fait, votre question est de savoir s'ils ont bien compris la différence entre entre les deux milieu humide et zone humide avant de regarder les résultats, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça.
Oui. Alors, il y a eu comme je vous l'ai dit, dans la phase de méthodologie, on a eu une longue phase de présentation, justement, qui permettait de s'assurer que les acteurs des territoires avaient bien compris tous les concepts qui gravitent autour du projet. Donc, la prélocalisation, le fait qu'on soit pas sur un inventaire, et également la distinction entre les deux objets, donc les zones humides et les milieux humides. Ok. Merci. Ok, merci. Merci, Monsieur Belenfant. Ensuite, il y a l'Adréal Grand Est qui a peut-être un commentaire à apporter. Monsieur Ménard. Monsieur Ménard dit que le problème, c'est que c'est de la surestimation qui ne permet. Le problème, c'est que la surestimation ne permet pas de. Alors, ouais, c'est de ne pas rater en secteur dit non humide et risque d'inclure des zones non humides dans les secteurs dits humides. Oui, donc ce que vous voulez souligner, du coup, c'est le risque autour de la prélocalisation, avec le risque potentiellement d'inclure des zones non humides dans les secteurs humides, je pense, si j'ai bien compris, mais je suis pas sûr d'avoir bien lu votre commentaire. Alors ensuite, il y a une question ou une remarque de Madame d'Aragon sur la mention du terme probable et prélocalisation. Monsieur d'Aragon, pardon. Si vous le voulez, Monsieur d'Aragon, je vous laisse la parole. Vous activez votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'avais une remarque par rapport à l'intitulé global, en fait, qui mentionne une cartographie des milieux humides, mais on est quand même sur une prélocalisation et des zones humides probables avec des seuils de probabilité, etc. Ça amène beaucoup de finesse par rapport à des référentiels nationaux qui l'étaient peut-être pas suffisamment, avec des prélocalisations locales lorsqu'on fait les inventaires de terrain, en fait. Et j'ai peur qu'il y ait un peu de confusion à propos, quand vous abordez le volet juridique, par rapport à la mise en œuvre après opérationnelle, lorsqu'on fait des délimitations de terrain, que ce soit dans des inventaires ou dans des dossiers loi sur l'eau. Voilà, j'ai peur qu'il y ait confusion dans les genres entre cette donnée-là et les zones humides effectives. Ok, donc c'est surtout pour nous attirer notre vigilance et la vigilance du ministère sur la communication autour du projet pour bien souligner les limites et avoir le bon vocabulaire qui parlera bien aux acteurs locaux. C'est bien ça? Je le pense, je le vois d'ailleurs dans les différentes remarques, que ce soit des différents partenaires des DREAL qui en parlent ou du monde agricole avec lequel on est souvent en contact sur le terrain et pour lesquels ces notions-là de probabilité, de zone humide effective sont pas toujours très nettes et les seuils réglementaires, etc., qui viennent se rajouter après à des choses très concrètes sur le terrain. Ok, merci Monsieur d'Aragon. Du coup, on va clore la session de questions pour cette partie-là. Alors, on va enclencher avec la table ronde. On a bien noté dans le forum qu'il y avait pas mal de questions sur l'usage juridique et sur les BCAE. Il est prévu que le ministère réponde à ces questions durant la table ronde. Donc, on a bien noté vos questions et notre collègue Honorine, qui va animer la table ronde, va les relayer aux participants de la table ronde. C'est pas des questions qu'on évite, ne vous inquiétez pas, elles arrivent très bientôt. Parce qu'il nous paraissait intéressant que Rachel parle déjà du retour des acteurs sur les territoires avant d'entamer ce sujet-là. Du coup, je laisse maintenant la parole à Rachel, puis à Honorine. Oui, avant de passer justement à la table ronde, on a quelques acteurs des territoires qui sont avec nous aujourd'hui et qui vont nous présenter aussi leur ressenti vis-à-vis des résultats, leur ressenti vis-à-vis des ateliers. Du coup, je vais proposer à nos collaborateurs sur le bassin versant de Lyon, peut-être, de prendre la main. Donc oui, syndicat du bassin du Serein, donc on est sur le bassin versant de Lyon qui fait partie des 10 zones test. Et donc on est un syndicat qui exerce la compétence GEMAPI, je ne sais pas si on présente dans le détail, mais 1360 km², 29 500 habitants, donc vraiment une population très, très rurale. On a 900 km de cours d'eau et puis, suite à un diagnostic, on a à peu près 13 000 hectares de surface drainée qui ont été estimées et on a eu un inventaire aussi de milieux humides effectifs et potentiels fait par le Conservatoire des espaces naturels bourguignon estimé à 2820 hectares. Donc on a effectivement des enjeux inondations et à l'extrême on a aussi des enjeux sécheresse, donc on est bien sur cette notion des zones humides et tous les avantages qu'on pourrait avoir sur ces milieux humides. Et donc, concernant les cas d'usage qu'on a eu chez nous, donc comme ça a été souligné tout à l'heure par Rachel,
on n'a pas eu beaucoup de participation. On regrette aussi l'absence d'acteurs incontournables du monde agricole. Donc, la Chambre d'agriculture qui, aux deux dates, n'a pu être présente. Et donc, on a eu un bureau d'études, le conservatoire et le parc du Morvan qui ont été présents. Donc, effectivement, sur le constat qu'on a fait des usages retenus, l'amélioration de la connaissance pour l'adaptation au changement climatique, c'est, on trouve l'élément phare, incontournable. Donc, pour faire du porté à connaissance dans les documents d'urbanisme, sur les milieux humides ou les zones humides. Donc, on est bien sur un élément qui contribue et que derrière, évidemment, il y a d'autres investigations à voir. L'usage aussi, c'est l'aide à la décision pour des porteurs de projets éoliens qu'on a eu sur le territoire. Le fait d'amener cette connaissance plus précise de notre part sur certains secteurs a permis d'éviter d'implanter des éoliennes en milieu humide. Et puis, des fois, on a le cas aussi du photovoltaïque sur une commune. Et puis, évidemment, le cas du drainage où cette connaissance améliorée, cette connaissance éviterait peut-être d'avoir des chantiers de drainage sur nos territoires. Et puis, donc, l'aide au portage de projets de restauration et de renaturation, ça avait été noté aussi par nos voisins du parc du Morvan qui ont beaucoup de milieux humides et de zones humides, donc de bien les identifier pour mener ces actions-là. Et puis, en fonction des données produites, là, les NVI, l'aide au suivi des opérations de gestion, justement, dans le temps, en fonction du changement climatique, d'avoir l'impact positif ou négatif des gestions qui peuvent être mises en place. Et comme ça a été souligné aussi tout à l'heure, c'est l'aide à l'identification de zones de compensation. Donc, ça peut permettre de restaurer finalement des milieux humides un peu oubliés, un peu orphelins, et de les remettre en valeur pour améliorer leur usage et leur fonctionnalité. Ok, donc du coup, l'illustration des cas d'usage sur le bassin de l'Armançon, donc bassin versant voisin de celui du Serein, donc à cheval sur 3 départements, donc quelques informations chiffrées, les communes, 3100 km², 500 km de cours d'eau principaux pour 1500 km de cours d'eau au total. Donc, somme toute des problématiques assez proches de celles de notre voisin. Donc, je vais passer rapidement sur les cas d'usage principaux retenus lors des ateliers. Donc déjà, cas d'usage pour nous, comme une aide à la connaissance pour notre bassin versant. On a fait un inventaire non exhaustif des zones humides sur le bassin versant donc sur le terrain de 2013 à 2019, hors zone cultivée. Donc du coup, ça permettait d'avoir l'information sur les zones cultivées. Pour d'autres partenaires, notamment l'agence de l'eau, ça nous a permis potentiellement de réfléchir sur la nécessité de relancer des programmes d'inventaire zone humide avec une actualisation des prélocalisations zone humide. Pour le milieu associatif également, avec la Ligue de protection des oiseaux, on a eu, on va dire, on a vu l'outil comme une aide à la détection de zones humides, notamment de plateaux, pas forcément facilement identifiables si on n'a pas la donnée. Et enfin, une aide à l'instruction protection avec un outil potentiellement opposable à certains porteurs de projets. On a déjà eu le cas sur notre bassin versant, et on a la DDT de Lyon qui a fait, je trouve, un très bon travail avec une charte sur le drainage qui permet de travailler de manière constructive avec tout le monde, et ça c'est plutôt intéressant, et ça pourrait aider à pérenniser ces échanges-là dans le bon sens. Voilà. Merci Kyrian, merci Benoît. Je vous propose de passer à la suite. Donc, Sébastien, si vous avez le diapo. Donc, bonjour à tous, Sébastien Simon du syndicat de bassin versant centre de Gargouille. Donc, le syndicat est situé en Gironde, au niveau du Médoc. Donc, vous avez une petite cartographie. Il longe l'estuaire de la Gironde. Sur la partie, on va dire, ouest, on est sur le plateau landais. La partie est, on est plutôt sur les terres viticoles. On est sur 13 communes, 4 communautés de communes. C'est un petit syndicat de bassin versant de 340 km² avec 260 km de cours d'eau et des sous-bassins versants avec des zones de marée le long de l'estuaire. Donc, ces compétences, en fait, avant 2018, on avait les compétences basées sur 4 items: sécurité publique, gouvernance, communication, patrimoine naturel et équilibre socio-économique. Ces items ont permis de définir un programme d'action fondé sur la nature,
En fait, l'idée, c'était de ralentir l'eau en tête de bassin versant pour préserver des inondations et, et améliorer la biodiversité. Donc, pour cela, en fait, il y a eu des aménagements de fait sur les cours d'eau, notamment pour méandrer les cours d'eau et déconnecter les cours d'eau des zones humides et des champs d'expansion de crues. Donc, du coup, en 2018, on a acquis la compétence GEMAPI. Du coup, la GEMAPI s'adaptait à notre programme. Aujourd'hui, on a orienté notre programme différemment puisqu'on a adapté la GEMAPI face au changement climatique. Aujourd'hui, on entend souvent la dissociation de la GEMA et du PI, alors qu'on essaie de travailler sur la compétence entière de la GEMAPI, c'est-à-dire que la gestion des milieux aquatiques sert à la préservation des inondations. Donc ça, c'est notre objectif principal, et notamment dans cette prochaine décennie. Donc par rapport à la cartographie, nous on est intéressés notamment par la cartographie de la prélocalisation des milieux humides, parce que finalement, on va travailler, donc on travaillait déjà sur le plateau landais, et là on va travailler davantage sur le plateau landais. Jusqu'à présent, le plateau landais était drainé pour la forêt et pour l'agriculture. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, on a besoin de ce plateau landais et de restituer l'eau à ce plateau landais. Donc, en fait, de remonter le temps, puisqu'en fait, les aménagements du passé, enfin, les problématiques d'aujourd'hui sont la conséquence des aménagements du passé. Donc, l'idée, c'est de remonter les temps. Et finalement, cette cartographie va nous servir parce qu'on avait des cartographies, je vous ai mis une cartographie des zones humides au milieu de la présentation. Et finalement, on a loupé peut-être quelque chose, c'est-à-dire qu'on veut travailler davantage sur les milieux humides. Donc, jusqu'à présent, on connectait nos cours d'eau aux zones humides. Et l'idée, c'est de travailler carrément sur le drainage forestier et le drainage agricole pour favoriser l'inondation des milieux humides et la reconnexion de ces milieux humides à la nappe. Donc, en fait, toute cette cartographie en fait, tombe à pic. Ça va être des aides à l'orientation du programme, du nouveau programme de gestion. L'inventaire des zones humides, pourquoi pas, pour améliorer la connaissance. Élaborer des plans de gestion des zones humides. Et puis, pour la préservation des inondations, en fait, ça va servir notamment pour tout ce qui est développement territorial et notamment l'urbanisme. Parce qu'on voit, comme dans toutes les métropoles, on voit l'urbanisme s'étaler et notamment s'étaler sur on va dire, des milieux humides, donc des petites dépressions, notamment sur le plateau landais, et on a des problématiques de crues de nappe. Les maisons sont entourées d'eau, donc effectivement, là, on a une cartographie qui peut être intéressante à ce niveau-là, au niveau pédagogique. Voilà. Merci Sébastien. Aurélie, je vous propose de prendre la suite. Ok. Donc on va faire cette présentation à deux voix avec Cédric. Donc pour me présenter, donc je suis l'animatrice du SAGE de la Sélune au syndicat mixte du bassin de la Sélune. Donc Cédric est le technicien de rivière qui est à la côté d'agglomération sur le bassin de la Sélune. Donc je disais que voilà, nous ça faisait comme depuis la validation du SAGE qu'on s'inquiétait des zones humides. Et donc on avait mobilisé l'inventaire communal à l'échelle des PLU et on a mis 10 ans avec un technicien de zone humide pour faire l'inventaire sur tout le territoire. On devait identifier des zones humides stratégiques pour la gestion de l'eau et finalement on l'a pas fait en fait. Et si Cédric est là aussi aujourd'hui, c'est parce que on se pose la question de la stratégie des zones humides à l'échelle de l'EPCI, puisque maintenant c'est une compétence de l'EPCI. Nous, on avait déjà une carte en fait de prélocalisation qui a été réalisée par la DREAL Normandie, et localement les gens l'appellent la carte Carmen, parce que voilà, c'était sur la plateforme Carmen, avec en violet les milieux prédisposés à la présence de zones humides et en vert les zones humides qui, elles, intègrent déjà les inventaires locaux. Donc finalement, quand on regarde à côté la carte Patrinat, finalement, ça nous change pas la vie. Effectivement,
si j'ai choisi voilà un seuil de 0,8 qui peut se discuter, mais enfin voilà, si on choisit un peu les mêmes couleurs, bon, ça nous change pas la vie. Et j'ai remis un peu les cartes un petit peu différemment en comparant ce qu'on appelle milieu et puis milieu prédisposé et puis zone humide. Enfin voilà, c'est pas la révolution pour nous sur le territoire. Et enfin voilà, donc là cette carte Carmen, elle est connue et utilisée localement. Et franchement, les pixels et les probabilités, moi je suis pas une star de l'informatique, je suis un utilisateur lambda et franchement je trouve que les enveloppes c'est quand même plus facile à appréhender. Et ces prédélocalisations, elles ont finalement les mêmes manques qui sont les zones humides de suintement ou de pente. On en a parlé déjà à plusieurs reprises. Et puis malgré tout, la carte des milieux humides que finalement on n'utilisait pas trop, c'est aussi ça permet de faire ressortir les zones, les têtes de bassin, les zones altérées, c'est-à-dire celles dont le caractère humide n'est pas vraiment visible et qui est discutable. Et quand je dis discutable, ça veut dire que on peut discuter. Et c'est, je veux dire, ceux sur lesquels tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. C'est plutôt ceux sur lesquels on n'est pas d'accord qu'il faut qu'on arrive à avoir des éléments un petit peu tangibles à faire valoir. À propos des indicateurs, c'est sûrement super, mais alors moi, j'arrive pas à les appréhender correctement, alors que pourtant, on a des attentes assez fortes sur là-dessus parce que ça permet d'identifier les zones dégradées, on voudrait identifier les zones de soutien d'étiage, on voudrait établir un programme de restauration, identifier les sites de compensation, bref, et évaluer finement les fonctionnalités qui sont perdues ou à compenser. Donc voilà. Donc clairement dans les usages, on est assez tous d'accord pour dire que c'est un outil pédagogique intéressant pour les communes et les services qui viennent en appui aux acteurs du territoire. Donc par rapport à la connaissance, ce qui était intéressant, c'est d'avoir des pas de temps réguliers. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui change en fait entre deux pas de temps et de pouvoir objectiver ce qu'on ressent. C'est-à-dire que souvent on dit ah oui, l'urbanisation ça s'étale dans les zones humides. Ah oui, chez nous on a de la déprise des zones humides, ça se boise, etc. Ça permet d'objectiver un peu tout ça. Sur le côté juridique, on était assez clair que c'était pas des zones humides du point de vue réglementaire, mais par contre c'est une zone d'alerte et qui peut être utilisée par les services de l'État pour identifier les manques dans les dossiers loi sur l'eau. Dans les secteurs où il pourrait y avoir des travaux, mais qui n'auraient pas été, où il n'y aurait pas eu d'inventaire précis. On aimerait bien établir une stratégie de gestion des zones humides à l'échelle de l'EPCI, mais on ne sait pas trop par où prendre le bout, quoi. Mais par contre, clairement, cette carte nationale, elle a un intérêt pour les évaluations à une échelle supralocale, en fait, que ce soit pour l'échelle nationale ou internationale. Et par contre, pour la gestion des milieux, on n'avait pas. Alors, contrairement à ce que certains on a pu dire dans les présentations, on n'avait pas vraiment perçu le caractère utile pour la gestion des milieux, parce que, pour lesquels on pensait que le terrain était vraiment nécessaire pour pouvoir être pertinent dans les plans de gestion. Mais en même temps, voilà, dans la présentation tout à l'heure, ça a été un petit peu détaillé ou un petit peu mieux vulgarisé à quoi pouvaient servir les indicateurs, et c'est quand même intéressant, quoi. Mais ça demande un petit peu plus de pédagogie. Donc concrètement, à la fin, on avait encore des questions finalement. Est-ce que ces cartes, elles viennent en remplacement de ce que nous, on avait déjà? Est-ce que ces cartes, elles ont une portée réglementaire? Et avec, des doutes un petit peu quand même sur l'échelle, en fait, à laquelle on peut l'utiliser. Moi, j'avais une grosse question sur est-ce que c'est quoi la carte pour les mesures agro-environnementales, la BCAE 1, où on parle de zone humide? Est-ce que c'est cette carte-là qu'on utilise ou une autre? Parce que si on se retrouve avec 35 cartes des zones humides, les agriculteurs, ils vont pas comprendre. Si on a la carte des zones humides pour les IOTA, la carte des zones humides pour la PAC, la carte des zones humides dans le PLU, elles ont toutes des finalités différentes, ces cartes, mais pour l'agriculteur, lui, il a un champ qui est humide ou qui est pas humide, avec des contraintes ou pas. Et dans les fonctionnalités, on aurait besoin aussi effectivement de mieux faire comprendre la fonctionnalité des zones humides. C'est pas juste un objet qui est présent ou absent, c'est qu'il fonctionne. Et on a quand même vraiment besoin de simplification des cartes pour qu'elles soient parlantes à tout le monde, quoi.
Voilà, nous on est gestionnaire, enfin on n'est pas complètement novice, mais ça reste quand même pas forcément simple. Moi, des pixels, des probabilités, des indicateurs NDVI, sûrement c'est chouette, hein, mais moi j'ai besoin de choses déjà plus simples en fait. Voilà, donc voilà, je me souviens bien de ce que je pense. Peut-être que c'est plus compliqué comme exercice de se rappeler de tout ce que les autres participants ont pu dire, mais je pense qu'on est quand même assez proche de tout ça. Oui, je pense que Cédric. vous avez bien retranscrit. Merci beaucoup. Ok, bah justement pour rebondir sur toutes ces questions, ça fait plutôt bien la transition avec la partie suivante qui est la table ronde.